Très bien les amis, bon mercredi à tous. Je suis désolée que nous soyons en retard. Je vérifie le chat maintenant. J'adore que quelqu'un ait dit bonjour du Monténégro. J'adore vraiment que vous nous regardiez depuis partout dans le monde. Et je sais que beaucoup d'entre vous veillent tard si je prends quelques minutes de retard, mais nous essayons de vérifier une information, ce dont je vais vous parler. Bref, vous savez, le fait est que chaque jour, je déteste un peu plus les gens qui nous gouvernent. Je maintiens ma position. Ces derniers temps, je préférerais sincèrement qu'ils disent carrément « On vous déteste tous et on vous domine, et il n'y a vraiment rien que vous puissiez y faire. » Je me sentirais mieux ainsi. Eh bien, aujourd'hui, nous avons Ghislaine Maxwell qui, après avoir rencontré notre ministère de la Justice, a été transférée dans une prison qui n'en est pas vraiment une, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment une prison. C'est un peu comme partir en vacances. C'est plutôt comme une colonie de vacances pour les élites. Donc, nous allons discuter de cela et voir si nous croyons Trump quand il dit qu'il n'avait aucune idée qu'elle allait là-bas. J'ai aussi rencontré Piers Morgan pour discuter de la série Becoming Bridget. Cet homme me doit de l'argent, mais maintenant il a relevé les enjeux. Il parle de 300 000 parce qu'il croit toujours que Bridget Macron est une femme. On va parler de tout ça tout de suite dans Candace. Donc c'est Nana Naboubou. On ne peut pas les toucher, n'est-ce pas? On ne peut pas les toucher, ce sont les élites. Et le terrier de Ghislaine Maxwell devient de plus en plus fou parce que je vous le dis, ils se moquent de nous. Ils veulent que nous le sachions. Alors tout d'abord, vous n'allez pas me croire, mais j'ai reçu une autre lettre d'avocat. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est ma vie, je n'ai même plus besoin de le signaler. Mais cette lettre d'avocat était un peu étrange parce qu'elle concernait Jeffrey Epstein. Et cet homme est mort. Mort comme un clou de porte. Comment sait-on qu'il est mort comme un clou de porte? Eh bien, parce qu'on a eu ces deux photos de lui de façon suspecte. Ces deux photos prises par le photographe sous contrat du New York Post qui se trouvait là a reçu l'appel William Farrington. On a fait tout un épisode là-dessus. Un ensemble de circonstances très étranges entouraient le matin où Jeffrey Epstein s'est suicidé, n'est-ce pas? Honnêtement, toute la semaine a été très étrange. Le New York Post a vraiment connu la meilleure semaine de son histoire. Non seulement William Farrington était au bon endroit au bon moment avec le bon angle pour cette photo de Jeffrey Epstein. Vous voyez la preuve? Nous avons l'exclusivité, a déclaré John Levine du New York Post. Ils avaient l'exclusivité de son transfert là-bas. Mais ensuite, quelques jours plus tard, ils ont eu l'exclusivité sur Ghislaine Maxwell qui était simplement en train de manger chez In-N-Out, les gars. Vous vous souvenez? Elle était juste en train de manger chez In-N-Out comme une personne normale. Mais il s'est avéré que le New York Post nous avait complètement menti sur toute l'histoire. Ils ont soi-disant photoshopé une affiche bizarre et les propriétaires de cet arrêt de bus ont dit « Nous n'avons jamais affiché cette affiche de film qui était un petit clin d'œil à la pédophilie. » Et elle lit un livre de la CIA. Et en réalité, ces photos venaient de son avocat. Le New York Post couvrait les traces de Ghislaine Maxwell pour que les gens arrêtent de la chercher. Bref, on faisait remarquer que, regardez, le New York Post ressemble un peu à une couverture du Mossad. Ça a toujours plus ou moins été le cas, et ils n'ont jamais vraiment eu à s'expliquer. Pour ces photos frauduleuses qu'ils ont essayé de présenter au public comme étant totalement authentiques. Celles-ci venaient des avocats de Ghislaine Maxwell. Et puis, plus tôt cette semaine-là, il y a eu ce type, William Farrington, qui n'a jamais voulu donner d'interview sur la façon dont il savait qu'il devait être là. Et nous avons eu du mal à localiser William Farrington. Cela nous a également paru étrange. Eh bien, de toute façon, William Farrington nous a maintenant contactés par le biais d'une lettre d'avocat parce que nous étions en train de revenir sur ces deux photos étranges qui existaient. Et nous avons partagé sa photo au cours du processus sur notre site de médias sociaux et il s'avère que ces deux photos de Jeffrey Epstein transportées à l'hôpital presbytérien de New York, eh bien, il s'avère qu'il a déposé les droits d'auteur sur ces photos. Donc, en réalité, vous n'êtes pas autorisé à partager ces photos, même si c'était probablement la photo la plus photographiée et partagée au monde, car c'était peut-être la plus grande histoire de 2019. Jeffrey Epstein s'est suicidé, eh bien, depuis, il a déposé les droits d'auteur sur ces photos. Et en fait, nous en étions contents parce que je suis ravie de retirer ces publications sur les réseaux sociaux William Farrington. Mais cela nous a aussi permis d'apprendre où vivait William Farrington.
Vous savez, nous ne sommes pas hétérodoxes, mais nous avons pu le situer à Flatbush, Brooklyn, et vraiment estimer à quel point il est totalement invraisemblable qu'il ait pu aller de Flatbush, Brooklyn, jusqu'à l'hôpital New York Presbyterian dans ce laps de temps. Je veux dire, quelqu'un aurait dû l'appeler à la prison vraiment ce matin-là et lui dire « Hey, Jeffrey Epstein vient de se suicider, très rapidement. Il va entrer par cette porte, viens ici aussi vite que possible. » Je pense que c'est peu probable. J'ai l'impression qu'on nous ment tous un peu à propos d'Epstein. Je ne crois même pas vraiment qu'Epstein soit mort. On n'obtient aucune réponse, n'est-ce pas? On n'a aucune réponse à propos de cette tache orange, la mystérieuse tache orange, ou des 3 minutes de vidéo manquantes. Et comme je l'ai dit, quelques jours plus tard, le New York Post se fait prendre dans un scandale de photos totalement frauduleux. Donc, ça n'aide pas que ce soit leur photojournaliste sous contrat, qui se soit trouvé au bon endroit au bon moment. Mais bref, discutons-en davantage. Ghislaine Maxwell, n'est-ce pas? Parce que l'histoire devient encore plus étrange après ça. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, Ghislaine Maxwell a été arrêtée presque 1 an jour pour jour après l'arrestation de Jeffrey Epstein. Elle a été arrêtée le 2 juillet 2020. Et puis, alors que les gens parlent d'elle et se demandent à quoi va ressembler son procès, vous savez, Jeffrey Epstein est mort. Eh bien, il faut que quelqu'un paye pour ça. Les gens ont mis beaucoup de pression. Nous voulons nous assurer que quelqu'un paye pour ça. On dirait que Jeffrey Epstein s'en est sorti d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, il semblait que notre ministère de la Justice avait tenu ses promesses lorsque, le 28 juin 2022, il a été décidé que Maxwell passerait les 20 prochaines années de sa vie en prison. Et nous avons pu entendre Ghislaine Maxwell en 2020. Vous vous souvenez de ça? Elle a accordé une interview mondiale exclusive. Et dans cette interview, le ton était en quelque sorte « Vous devriez avoir de la peine pour Ghislaine Maxwell, n'est-ce pas? Jeffrey Epstein est mort. » Ghislaine Maxwell pourrit en prison. Et au fond, qu'a vraiment fait de mal Ghislaine Maxwell? Est-ce qu'on ne s'acharne pas un peu sur Ghislaine Maxwell ici? Et puis, ils ont bien précisé qu'elle vivait dans des conditions terribles en prison, vraiment terribles pour une femme qui avait dîné et qui était la fille de Robert Maxwell. Et maintenant, elle galère vraiment dans la prison. Écoutez juste un extrait de cette interview. Pensez-vous avoir commis une erreur ou est-ce simplement un très mauvais coup du sort? Si vous revenez en arrière, si vous regardez en arrière, où pensez-vous que vous auriez dû agir différemment? Rencontrer Epstein a été la plus grande erreur de ma vie. Et évidemment, si je pouvais revenir en arrière aujourd'hui, j'éviterais de le rencontrer. Et je dirais que c'est la plus grande erreur que j'ai jamais commise. Et j'aurais fait des choix différents quant à l'endroit où je travaillerais, évidemment. Vous considérez-vous comme une victime d'Epstein? Je vais bien. Je n'aime pas particulièrement le mot victime. Je pense que c'est un mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de parcimonie parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde est victime de quelque chose. Victime de la pandémie, victime de l'inflation. J'ai entendu le mot victime utilisé à propos de beaucoup de choses, mais je n'aime pas ce mot. Vous savez, vous pensez à cela. Et vu tout ce que nous avons déjà appris en explorant l'histoire Epstein, on voit que cette interview visait à redorer l'image de Ghislaine Maxwell. Comme je l'ai dit, elle ne va pas se qualifier de victime, mais ne trouvez-vous pas que cela suscite un peu de compassion? Epstein n'est plus là, elle est en prison et elle pourrit sur place. Et qu'a-t-elle vraiment fait? Et elle regrette de l'avoir jamais rencontré. Mais en y réfléchissant, ils ont en quelque sorte menti sur la façon dont elle l'a rencontré, maintenant que l'on sait que c'est son père qui l'a introduit dans le milieu des armes et que tout cela était, en réalité, une opération du Mossad. Quand on y repense, on se dit « OK, tout ce que Ghislaine nous a raconté sur sa relation avec Jeffrey Epstein est étrange. » Mais pourquoi? Qui voudrait redorer l'image de cette personne? Qui voudrait, d'une manière ou d'une autre, redorer l'image de Ghislaine Maxwell? Cela m'amène en fait à la personne qui a mené cette interview. Il s'agit d'une femme nommée Daphne Barak. En fait, je n'avais pas pensé à elle depuis longtemps. J'ai en fait reçu un tuyau. Quelqu'un m'a dit, Candace, quelqu'un dans l'entourage proche de RFK Jr. veut te donner une information selon laquelle il serait en réalité géré par quelqu'un. Il a pour ainsi dire un gestionnaire et cette femme, c'est Daphne Barak. D'accord. Et j'ai dit, d'accord, intéressant. Je n'ai pas parlé de RFK Jr. C'est étrange qu'il soit ami avec le Robin Schmuley. C'est tout de suite bizarre. C'est étrange qu'il tweete tout le temps à propos de l'antisémitisme.
Genre, on t'a envoyé pour t'occuper des vaccins, pas pour nous dire que le nouveau virus qui circule, c'est l'antisémitisme. Tout ça est bizarre. Et j'ai juste l'impression qu'il est contrôlé. Mais cette personne, qui selon moi serait bien placée pour le savoir, disait que Daphne Barak est en quelque sorte la personne à surveiller. Et je me suis dit, je me souviens d'avoir rencontré cette femme. Je connais cette femme. C'est ce que j'ai répondu. Je connais cette femme. Puis en fait, et j'ai fouillé dans mon téléphone. Je me suis dit, j'ai eu des messages avec cette femme. Je me souviens d'elle comme d'une journaliste un peu excentrique. Je suis en train de me dire qu'elle traîne avec RFK Jr. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de dire ici? Alors, j'ai essayé de chercher parce qu'à l'époque, comme je l'ai dit, je la connaissais. Je pense même l'avoir rencontrée plusieurs fois à Mar-a-Lago pendant la première administration de Trump. Encore une fois, je la connais juste comme une journaliste. J'ai cherché ce que Daphne Barak avait fait. Elle a passé 6 mois avec Amy Winehouse et sa famille. Elle a écrit un livre sur Amy Winehouse avec un accès exclusif à elle et à sa famille. D'accord, c'est intéressant. Je suppose que quelqu'un qui a écrit des livres comme elle l'a fait aurait une page Wikipédia. Eh bien, elle est peut-être la première personne au monde, et je suppose ici, je n'en ai jamais entendu parler, à s'être fait complètement effacer sa page Wikipédia. Ils ont dit que la raison pour laquelle ils ont supprimé cette page, c'est qu'il n'y avait tout simplement pas assez de sources primaires. Alors j'ai demandé à la personne, je lui ai dit « Nom de famille, Barak, y a-t-il une chance qu'elle soit liée à Ehud Barak ?» Comme par exemple l'ancien premier ministre d'Israël, parce que ce serait « Non, allez, ça ne peut pas être ça ». Et effectivement, il parvient à retrouver un vieux document. L'Internet a juste archivé ça, qui montre que oui, Daphne Barak est liée. Ils disent comme cousine d'Ehud Barak. Je ne peux pas vous dire qui sont ses parents, mais je peux vous dire qu'elle est liée à Ehud Barak. C'est un fait. D'accord, c'est plutôt intéressant. Vous savez, alors qu'on aborde cette histoire Epstein, surtout parce que Ehud Barak est la personne qui a été surprise à plusieurs reprises, l'ancien premier ministre d'Israël, à entrer et sortir du domicile de Jeffrey Epstein. C'est ça. Regardez cet article. C'est tiré du Times of Israel. Je vais le lire directement. Je vais citer ceci. Il est écrit, je cite, « L'ancien premier ministre Ehud Barak a rencontré le défunt financier déchu et criminel sexuel. Agresseur sexuel d'enfants, Jeffrey Epstein a des dizaines de reprises à partir de 2013, selon un nouveau rapport publié mercredi par le Wall Street Journal. » Barak figurait parmi la liste de noms juifs, comprenant le linguiste pionnier et activiste de gauche Noam Chomsky, le président de longue date du Bard College Leon Botstein et le réalisateur Woody Allen, mentionné dans un calendrier privé récemment découvert appartenant à Epstein. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal. Dans la première partie de sa série d'enquêtes sur ce donateur juif extrêmement influent qui utilisait sa générosité pour brouiller les pistes, selon le rapport du Wall Street Journal publié mercredi sur le contenu du calendrier, Barak a rendu visite à Epstein environ 30 fois entre 2013 et 2017 dans ses propriétés en Floride et à New York, y compris en 2014, lorsque l'ancien premier ministre israélien a voyagé avec Epstein à bord de son avion privé de Palm Beach à Tampa, après quoi Epstein s'est rendu à New York. Barak a déclaré que sa femme et un garde de sécurité israélien étaient également à bord de ce vol. Il a précisé qu'il avait voyagé avec Epstein dans ses avions privés à une autre occasion, également accompagné de sa femme et de garde. Selon le rapport, Barak a également rencontré Epstein chaque mois pendant près d'1 an, à partir de décembre 2015. D'accord, ne soyons pas des théoriciens du complot. Nous n'avons absolument pas besoin d'être des théoriciens du complot. Essayons simplement d'être rationnels. C'est ce que nous devons toujours faire. Soyons simplement rationnels ici. Donnez-moi une raison. Quelqu'un dans le chat. Faites en sorte que cela ait du sens. Très bien. Que l'ancien premier ministre d'Israël, qui à cette époque, d'ailleurs, était impliqué dans un énorme scandale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas été réélu. Il était opposé à Netanyahou. Qu'un ancien premier ministre d'Israël rencontre un condamné pédophile. N'oublions pas qu'il a passé un accord et a reconnu « oui, d'accord, c'est ce que je fais ». Peut-être que j'ai fait du trafic avec quelques personnes mineures. Il a fait ça en 2007. Alors, quelle serait la raison pour laquelle, si tu es un politicien et que tu es en campagne, tu voudrais surtout garder les mains propres, non? Tu es censé te dire « je ne vais surtout pas être prise en photo ». Je ne vais certainement pas rencontrer quelqu'un qui a été condamné pour pédophilie. Ce serait insensé. Mais Ehud Barak faisait ça tous les mois, d'ailleurs, en 2015. De quoi parlent ces réunions? Tu n'es pas occupé?
Tu n'es pas occupé? Tu n'as pas, je ne sais pas, des choses politiques importantes à faire en Israël? Qu'est-ce que tu fais ici à rencontrer ce type? Je dirais, et écoute, je vais vérifier parce que comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'être des théoriciens du complot ici, mais j'imagine, vu tout ce que l'on sait sur Jeffrey Epstein, il serait raisonnable de supposer qu'il s'agissait peut-être de briefings de renseignement puisqu'il dirigeait un réseau de chantage. Clairement, et ça pourrait être très utile si tu es un homme politique. Je ne fais que supposer ici. Je fais des suppositions. Et pourtant, d'ailleurs, on vous dit ça aujourd'hui, et pourtant Pam Bondi, notre procureur général des États-Unis, dit qu'elle ne trouve aucune preuve que Jeffrey Epstein ait pu travailler pour le compte d'un autre État, pas même les photos de l'ancien premier ministre d'Israël entrant et sortant. Et ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est que quand on creuse un peu plus dans cette histoire avec Ehud Barak, il doit alors justifier pourquoi il traînait autant avec Jeffrey Epstein. Il dit « Non, j'ai rencontré Jeffrey Epstein par l'intermédiaire de l'ancien président d'Israël. » Oh, encore une fois, aucune preuve, absolument aucune preuve qu'Epstein travaillait pour un autre État. Ils traînent juste avec les présidents et les premiers ministres, et ils prennent l'avion pour aller le voir à New York. Je ne sais pas, les gars, quand je regarde l'ensemble de la situation, tout ce qui se passe en ce moment en Amérique du début à la fin, tout cela me donne juste l'impression d'une grande opération du Mossad. On est censé imaginer que peut-être Jeffrey Epstein s'est vraiment suicidé. Et oui, par accident, 3 minutes d'images de la prison ont été effacées juste avant le moment où il s'est suicidé. Et oui, le New York Post a été un peu impliqué dans des photos douteuses la semaine où il s'est suicidé. Et oui, on ne peut pas vraiment expliquer cette tache orange qui apparaît à l'écran. Ça donne un peu l'impression que quelqu'un est effectivement entré dans sa cellule avant son soi-disant suicide. Je ne sais pas, les gars. Ou alors, nous sommes une nation totalement occupée. Ou bien nos politiciens ont été complètement rendus impuissants en ce qui concerne l'État d'Israël parce qu'ils ont tous été victimes de chantage d'une manière ou d'une autre. Et Jeffrey Epstein est en réalité la pièce maîtresse de tout cela. C'est pourquoi il protège d'autant cette histoire. Et qui protège cela en ce moment? À tout. Évidemment, Trump sait. Ne faites pas semblant d'être surpris s'il gracie Ghislaine Maxwell. Ce serait insensé de penser qu'il ne va pas la gracier. OK, Trump est impliqué par sa pure tromperie en ce moment même. Il est tellement malhonnête. C'est incroyable. Et cela ne fait qu'empirer, car maintenant il continue de faire semblant d'essayer de découvrir la vérité sur tout. Mais en réalité, ils ne vont jamais au fond des choses. En fait, ils semblent simplement dissimuler les choses. Ils prennent des mesures qui ne font que révéler une dissimulation encore plus profonde. Par exemple, vous vous souvenez de tout ce passage. Nous allons être les premiers à vraiment interviewer Ghislaine Maxwell. Je sais que nous avons raté le coche. Maintenant, nous disons qu'il n'y a pas de liste. Mais bon, tu sais quoi? Pour vraiment montrer notre bonne foi, nous allons aller interviewer Ghislaine Maxwell en prison. D'accord? Voici le tweet de Pam Bondi à ce sujet. Elle a tweeté cela le 22 juillet. Il s'agissait d'une déclaration du procureur général adjoint Todd Blanche. Il est écrit « Ce département de la justice ne recule pas devant les vérités dérangeantes, ni devant la responsabilité de poursuivre la justice ou que les faits puissent mener. » La déclaration conjointe du DOJ et du FBI du 6 juillet reste aussi exacte aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle a été rédigée, à savoir que lors de l'examen approfondi récent des dossiers détenus par le FBI dans l'affaire Epstein, aucune preuve n'a été découverte qui pourrait justifier une enquête contre des tiers non inculpés. Je trouve cela incroyable. Le président Trump nous a dit de divulguer toutes les preuves crédibles. Si Ghislaine Maxwell détient des informations sur quiconque aurait commis des crimes contre des victimes, le FBI et le DOJ écouteront ce qu'elle a à dire. Par conséquent, sur instruction de la procureure générale Bondi, j'ai pris contact avec l'avocat de Mme Maxwell afin de déterminer si elle serait disposée à s'entretenir avec les procureurs du département de la justice. Je prévois de rencontrer Mme Maxwell dans les prochains jours. Jusqu'à présent, aucune administration au nom du département n'a demandé si elle était disposée à rencontrer le gouvernement. Cela change maintenant? Merci, Todd Blanche. Ils ont donc envoyé Todd Blanche, le procureur général adjoint, et je devrais aussi préciser qu'il a été l'un des anciens avocats de Trump. Il a été l'avocat de Trump dans l'affaire pénale à Manhattan, qui était un peu du grand n'importe quoi et un procès spectacle, mais il était l'avocat de Trump à ce moment-là. Et c'est lui qu'ils ont envoyé pour aller parler et s'entretenir avec Ghislaine Maxwell afin de voir si elle avait des informations sur d'autres personnes qui auraient pu commettre des crimes impliquant Jeffrey Epstein. Et qu'est-il ressorti de cette rencontre?
C'est la nouvelle que Ghislaine Maxwell allait être transférée dans une prison à sécurité encore plus faible. Elle est déjà dans une prison à faible sécurité, mais ils sont en train de la transférer dans une prison à sécurité encore plus basse, simplement appelée Camp Bryan. Et chose remarquable, lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet, Trump a déclaré qu'il n'était même pas au courant que cela se produisait. Il l'apprend en même temps que nous. Écoutez plutôt. 2 questions pour vous. Premièrement, étiez-vous au courant et avez-vous personnellement approuvé le transfert de prison de Ghislaine Maxwell que votre ministère de la Justice? Je n'en savais rien du tout. Non, je l'ai appris comme vous, en le lisant. Et pensez-vous qu'elle soit... Ce n'est pas très inhabituel. Est-ce que... Vous pensez qu'elle est crédible, qu'il faut l'écouter? Votre vice-ministre de la Justice s'est récemment entretenu avec elle? Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est un homme très talentueux. Il s'appelle Todd Bland. C'est une personne très légitime, très haut placée. Je la considère comme une personne très estimée, respectée de tous. Et je ne lui en ai pas parlé, mais je peux vous dire que tout ce qu'il aurait demandé serait totalement approprié. Et ce n'est pas inhabituel de faire cela. Et je pense qu'il veut probablement s'assurer que, vous savez, les personnes qui ne devraient pas être impliquées ou qui ne le sont pas, ne soient pas blessées par quelque chose qui serait vraiment, vraiment malheureux, très injuste pour beaucoup de gens. Mais je vais dire ceci. Todd Blanche est l'une des personnes les plus respectées que vous puissiez rencontrer. Donc, je le sais. Je n'en ai pas discuté avec lui, mais tout ce dont il a parlé avec elle ou le fait qu'il ait fait cela, ce n'est pas inhabituel, premièrement, et surtout, c'est quelque chose qui serait totalement irréprochable. Totalement irréprochable, rien d'inhabituel. Mais le meilleur dans tout cela, c'est en fait ce qu'il dit au milieu, et je vais le citer ici directement. Il dit, et je pense qu'il fait référence à Todd Blanche, et je pense qu'il veut probablement s'assurer que les personnes qui ne devraient pas être impliquées ou qui ne le sont pas ne soient pas blessées par quelque chose. Ce serait vraiment, vraiment malheureux et très injuste pour beaucoup de gens. Continuez à le dire. C'est passé au dossier Epstein. Il dit en gros, vous savez, des gens vont être entraînés là-dedans. Ce ne serait pas juste pour ces personnes d'être entraînées là-dedans. Pourquoi continue-t-il d'insister là-dessus? Eh bien, la réponse évidente, c'est parce que lui-même et d'autres personnes autour de lui seraient impliqués. Et c'est la véritable raison. C'est en fait lui qui est honnête. Comme si le travail de Todd Blanche était d'aller là-bas et de s'assurer que des choses injustes n'arrivent pas à des personnes qui pourraient être entraînées là-dedans. Et si vous êtes Todd Blanche, comment faites-vous cela? Tu parles à Ghislaine Maxwell et tu veux que je croie qu'elle s'assoie et dit « Oh, il ne s'est rien passé. C'était Bob Borg. » Le pire, c'était juste de l'avoir rencontré. Je ne suis pas une victime. Je n'aime pas utiliser le mot victime, mais j'aurais préféré ne jamais l'avoir rencontré. J'aurais préféré ne jamais l'avoir rencontré du tout. On est censé croire que c'est ce qui s'est passé ou qu'ils sont arrivés à un accord et à une certaine compréhension. Et peut-être qu'elle va témoigner et dire que personne n'a rien fait. Et en échange, il la transfère dans ce que je n'appellerais même pas une prison. C'est insultant pour nous tous. Toi et moi, on n'irait jamais là-bas si on commettait un crime. On n'a pas ce privilège. Il faut vraiment faire partie de l'élite de l'élite de l'élite et probablement même pas pour servir notre pays, vu les crimes que tu dois commettre pour être transféré dans cette prison en particulier. D'accord. Maintenant, avant de vous parler de cette prison, je veux d'abord vous dire qu'en ce qui concerne son argument selon lequel tout cela est parfaitement normal, en réalité, des personnes qualifiées sont intervenues pour dire que c'est la chose la plus anormale qu'ils aient jamais vue. L'une de ces personnes est Vito Maravidia, un agent spécial d'enquête à la retraite des prisons fédérales. Et il a déclaré lors de l'interview que durant ses 27 années de carrière, il ne se souvenait pas d'un seul cas où un délinquant sexuel avait été transféré dans un camp de prisonniers. D'accord. On pourrait dire que placer Maxwell là-bas signifiait qu'il serait plus facile pour elle de s'évader ou pour quelqu'un de l'extérieur de la cibler sur le terrain du camp. D'accord. Donc c'est comme « Oh mon Dieu, un suicide s'est produit, nous n'en avions aucune idée. » Ou alors, elle peut tout simplement partir. Et il a dit, je cite, « La logique, pour moi, n'est tout simplement pas là. Ça ne tient pas. Ça ne passe pas le test du bon sens. » De la même manière, un homme nommé Robert Hood, ancien chef du bureau des prisons, s'est exprimé et a partagé ce sentiment. Il a déclaré dans un email que le transfert de Maxwell au camp Ryan était, je cite, « une parodie de justice ».
Il a déclaré, je cite, « Relocaliser un délinquant sexuel condamné à 20 ans dans un endroit qui ressemble à un club de vacances est une insulte pour les victimes et pour d'autres qui purgent des peines similaires. » Bon, maintenant, laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce camp parce que peut-être que vous ne le croyez pas quand il dit que c'est un club de vacances, mais je pense qu'une image vaut 1000 mots à ce sujet. Quelqu'un d'autre qui se trouve aussi dans ce camp, ce que je trouve particulièrement suspect, c'est Elizabeth Holmes. Maintenant, vous vous souvenez peut-être du nom d'Elizabeth Holmes parce qu'Elizabeth Holmes était tout simplement une fraudeuse, d'accord? Elle a monté cette entreprise, Theranos. Ils affirmaient avoir créé une technologie qui n'avait jamais existé auparavant, capable de prendre une seule goutte de votre sang et de vous révéler tout ce que vous vouliez savoir sur votre vie. Absolument tout. C'est tout. Elle avait créé cette technologie, puis tout s'est effondré. Elle a pris tout cet argent, à combien cela avait-il été évalué? Comme un demi-milliard de dollars, tout cet argent venant d'investisseurs. Et elle a complètement menti et a en quelque sorte réussi à s'en sortir. Beaucoup de gens ont été impliqués, mais c'est elle qui a fini par porter le chapeau pour tout ça. Et ils l'ont mise ici, ils l'ont mise là. Regardez-la. Elle est heureuse. C'est elle qui se fait photographier à la soi-disant prison. Je ne sais même pas comment ses cheveux peuvent être de cette couleur. J'imagine qu'elle y est depuis quelques années maintenant. Peut-être que ça aurait dû repousser. Peut-être que non. Peut-être qu'il y a un endroit à Camp Ryan où tu peux simplement te faire coiffer. On dirait bien, ça a l'air relaxant. Elle a l'air détendue, non? Je dirais que ça ressemble juste à une escapade d'un week-end. Comme si tu te disais, il faut juste que j'aille dans les Hamptons. Il faut que j'aille à Camp Ryan, que je me détende et que je décompresse vraiment du boulot. C'est là qu'elle est. Elle porte du rouge à lèvres. Remets ça à l'écran. Elle porte du rouge à lèvres. On est censé croire que c'est une vraie prison, les gars. Elle tient des haltères et elle sourit. Et c'est là qu'ils envoient Ghislaine Maxwell. Et l'une des meilleures choses dans l'histoire d'Elizabeth Holmes et tout le scandale Theranos, c'est que ça met en lumière Jeffrey Epstein et que toutes ces personnes qui commettent ces crimes financiers absurdes, ils finissent tous un peu à Camp Ryan. Et Elizabeth Holmes, d'ailleurs, genre, elle vient un peu d'une famille d'escrocs inconnus et ils disent « Oh, son père a quitté Enron avant que tout ne s'effondre. » C'est comme l'affaire Epstein, non? Epstein partait toujours avant que les entreprises, les sociétés financières, ne s'effondrent. Le père d'Elizabeth Holmes travaillait chez Enron. Ouais. Et en fait, elle remonte loin. Elle vient d'une famille de milliardaires très ancienne et riche. Ils étaient aussi impliqués dans une arnaque pharmaceutique majeure à propos de la levure, disant aux Américains de prendre une cuillère à café de levure. Marc, c'est quoi le nom de la société? C'est sa famille. C'est une Fleischmann. Oui, elle fait partie de la famille Fleischmann, comme Fleischmann Yeast. Et c'est intéressant, quand tu plonges dans le terrier d'Elizabeth Holmes, tu te rends compte qu'à chaque génération, il y a quelqu'un qui est impliqué dans ou travaille pour une entreprise qui finit par devenir une grosse affaire frauduleuse. Encore une fois, pour être clair, son père a quitté Enron avant que tout ne s'effondre. Mais c'est intéressant qu'elle soit à ce Camp Ryan. Et en parlant d'Enron, il y avait aussi la personne qui aurait dû être la première à tomber pour le scandale Enron, à savoir Fasto. Lui aussi, Fasto, en fait, qui n'a écopé que de 9 ans de prison, est également à Camp Ryan. Donc, c'est un peu un qui est qui de ceux qui ont commis un crime financier, et on va faire semblant qu'ils ont des ennuis. En réalité, ils vont être à Camp Ryan, qui est un country club. Je ne sais même pas s'ils sont vraiment à Camp Ryan ou s'ils sont juste, je ne sais pas, il y a peut-être un endroit à l'arrière d'où on les emmène en jet privé. Et tout ça, c'est juste pour nous. Et j'ai eu les paparazzis. C'est probablement William Farrington qui a pris la photo d'Elizabeth Holmes là-bas. C'est juste comme une grande simulation parce que le monde est une scène, mais c'est comme ça que je me sens en ce moment. Le monde est vraiment, sans aucun doute, une scène et il la transfère simplement dans une prison encore moins sécurisée parce qu'il se moque de nous et qu'il s'en fiche. Et c'est tellement évident qu'elle va être graciée. Bien sûr, elle travaillait pour le gouvernement qui nous dirige vraiment. Elle travaille pour Israël. Ils travaillaient tous pour Israël. On ne peut pas avoir de problème si on fait des choses pour Israël. Cela semble être un thème récurrent ici. On ne peut pas vraiment avoir de problème si on travaille pour Israël, si sa première allégeance va à ce pays. Quoi qu'il en soit, c'est tout simplement remarquable de voir tout cela se produire. Je voulais vous montrer ça et vous devriez aller voir la liste des invités, le Who's Who. C'est comme entrer dans un club privé très cher, entrer à Camp Ryan et tous les meilleurs criminels semblent y accéder, même lorsqu'ils commettent des crimes sexuels. Comme Ghislaine Maxwell. D'accord, avant de passer à la prochaine histoire, je veux vous rappeler Gnoland parce que se passerait-il si les plateformes de smart contract n'étaient pas contrôlées par les élites ou les grandes entreprises technologiques?
Et si elles étaient construites par et pour de vrais créateurs? Vous savez, les gens, c'est la question que Gainoland s'est posée, et c'est pour cela qu'ils ont créé Gainoland. Ils ont commencé avec Galang, un langage que les développeurs du monde réel utilisent déjà, et ils ont construit une nouvelle plateforme autour de celui-ci. C'est transparent, c'est intuitif, et ça a tout simplement du sens. Il n'y a pas de système compliqué. De 1 et de 0. C'est open source, donc vous pouvez imaginer GitHub, mais conçu pour la collaboration et la composabilité sur la blockchain. Les créateurs reçoivent réellement du crédit pour leur travail et ils sont récompensés à chaque fois que leur code est utilisé. C'est ça la vraie valeur. Ce ne sont pas des likes, ce n'est pas de la notoriété, ce sont de vraies récompenses. Gainoland a rejeté la preuve d'enjeu, un système où les riches dirigent tout. Ils ont choisi la preuve d'autorité à la place, une DAO, où ce sont les contributeurs, et non les mauvais acteurs ou la Silicon Valley qui prennent les décisions. Gainoland est ouvert, équitable et honnêtement, c'est plutôt inarrêtable. Donc, si vous êtes un créateur, un amoureux de la liberté ou simplement lassé des plateformes truquées, vous devriez absolument aller voir sur gainoland/Candace. Encore une fois, c'est gaino.land/Candace. Je vous rappelle aussi American Financing parce que si vous pouviez retarder vos 2 prochains paiements hypothécaires, pourquoi ne le feriez-vous pas? Imaginez mettre ces paiements dans votre poche et enfin respirer un peu. C'est possible en appelant American Financing aujourd'hui. Si vous êtes dépassé par les dépenses comme les courses, l'essence et les factures, vous n'êtes pas seul. Beaucoup mettent ces dépenses sur leur carte de crédit et il semble qu'il n'y ait pas d'issue. American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser cette dette. Appelez American Financing aujourd'hui avant d'atteindre un point où vous ne pourrez plus payer. Leurs conseillers hypothécaires salariés aident des propriétaires comme vous à restructurer leurs prêts et à consolider leurs dettes sans frais initiaux. Leurs clients économisent en moyenne $800 par mois, soit une augmentation de $10 000. C'est rapide, c'est simple. Cela pourrait sauver votre budget cet été. N'attendez plus. Appelez American Financing aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, americanfinancing.net/Owens. Je crois qu'il y a déjà une photo. Ah non, il n'y a pas de photo de Dwayne Maxwell dans la nouvelle prison, mais nous vous tiendrons informés. Je veux vous dire, en revenant dans le pays de Macron, c'est juste fou de voir les gens. J'ai l'impression d'avoir été très malhonnête en couvrant cette histoire. Je ne vois pas comment on peut traiter ce sujet sans avoir vu la série. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous pourriez lire une plainte et en tirer une analyse juridique sans avoir regardé la série. De toute façon, ça va être amusant quoi qu'il arrive, c'est évident. Tout le monde est attentif. Et la raison pour laquelle tout le monde fait attention à ça, et je suis reconnaissant de voir que beaucoup d'entre vous se battent dans les sections de commentaires, c'est parce que nous reconnaissons maintenant que cette histoire concerne quelque chose de bien plus grand, n'est-ce pas? Bien plus grand. Nous savons ce qui se passe dans ce monde, d'accord? Nous savons qu'il y a ces pervers qui non seulement ont du pouvoir, mais qui se couvrent tous les uns les autres. Comme je le disais, j'étais chez Alex Jones ce matin et j'exprimais simplement ma frustration. Plus j'y pense, plus c'est absurde. Maintenant, l'administration Trump prétend se soucier de la liberté d'expression. C'est là-dessus qu'ils ont fait campagne. Bien sûr, ils ne font plus rien de tout ça aujourd'hui. Ils créent des programmes DEI pour Israël et font passer des lois pour redéfinir l'extrémisme. Mais ils ont fait semblant de se soucier de la liberté d'expression. Et il y avait J.D. Vance qui est allé là-bas en Europe et a prononcé tout un discours TSK, à tous ces dirigeants européens qui n'écoutent plus ce que veulent leurs électeurs et qui, à la place, les punissent pour leurs opinions. Si la majorité de vos électeurs pensent quelque chose, vous ne pouvez pas créer des lois et les punir. C'est ça, non? C'était un peu l'essence de son discours. Comme si les marchés avaient décidé de ce qu'ils voulaient et que maintenant vous punissiez ces gens. C'est fou, il a dit, l'Amérique va être un leader. Nous ne croyons pas à ça. Nous ne soutiendrons pas cela. Ensuite, il y a littéralement un dirigeant européen qui dit en gros « Allez vous faire voir à la Constitution américaine ». C'est ça. Emmanuel Macron et Brigitte disent « Vous savez quoi? On n'aime pas cette podcasteuse en Amérique. » Et nous allons lancer un procès qui n'a jamais été intenté auparavant, un procès sans précédent pour l'appauvrir à cause de ses propos. Et à la fois J.D. Vance et Trump n'ont pas publié de déclaration. En fait, où sont les journalistes qui leur demandent même de faire une déclaration? D'accord. Un dirigeant d'État parle de votre électeur et lance un procès en disant qu'il va l'appauvrir pour avoir exercé le premier amendement. C'est ça. Où êtes-vous? Si vous êtes Trump,
La première chose que vous auriez dû faire si vous prétendez vous soucier de l'Amérique et de notre Constitution, puisque vous êtes censé être la personne qui la défend jour après jour, c'est de sortir publiquement et de dire « Je ne sais même pas si je crois qu'elle est un homme ou une femme. Peu importe, n'est-ce pas? Je n'ai pas regardé la série, honnêtement. Il n'a pas regardé la série. » Il pourrait même dire, comme il me l'a dit au téléphone, que je l'ai regardé de très près sur la Tour Eiffel et que, pour moi, ça ressemblait à une femme. D'accord, vous pouvez dire tout cela, mais vous devriez dire que c'est inacceptable. Je suis un dirigeant de ce pays, et il est inacceptable que ce dirigeant menace le premier amendement de quelque manière que ce soit. Nous n'avons pas besoin que Pam Bondi se précipite pour publier une déclaration à propos d'un étudiant universitaire qui s'est fait bousculer par un autre étudiant parce qu'il portait un T-shirt de l'IDF, d'accord? Nous n'avons pas besoin que le gouvernement fédéral s'implique dans quelque chose d'aussi insignifiant. Mais il se pourrait que nous ayons besoin de notre gouvernement fédéral pour ce genre de choses, d'accord? Le rôle du gouvernement fédéral est de nous défendre contre les envahisseurs étrangers. Et je dirais à peu près, Emmanuel Macron, en ce moment, agit comme un envahisseur étranger, mais non, il reste silencieux. Ils sont silencieux. Et en ce moment, ce silence est plutôt assourdissant. Si je prends du recul par rapport à la situation, c'est fou que Trump soit resté silencieux sur ce sujet, surtout après qu'Emmanuel Macron soit venu en personne pour essayer de le convaincre de me faire taire. Il le sait. Il sait ce qu'Emmanuel Macron fait et à quel point il est désespéré de le faire. Alors pourquoi permet-il cette attaque contre notre liberté d'expression? C'est insensé. Est-ce que Piers Morgan, qui me devait presque 150 000 $ américains après avoir fait le premier pari concernant la plainte en diffamation, revient vers moi en mode quitte ou triple? Et il m'a invité dans son émission. Je crois que c'est passé hier soir, et nous avons discuté de l'affaire Brigitte Macron. Et voilà que Piers vient vers moi et décide qu'il pense toujours qu'elle est une femme, et il veut refaire un pari double ou rien, voire triple ou rien. Écoutez plutôt. La dernière fois que nous avons parlé de ça dans Uncensored, je t'ai parié 150 000 $ que tu avais tort et qu'elle est une femme. Sur X, quand on en a reparlé, j'ai doublé la mise. C'est pour une œuvre caritative, donc 300 000 $. Tu n'as pas encore accepté. Donc là, 300 000 $ pour une œuvre caritative. Je dis qu'elle est une femme. Es-tu prêt à accepter ce pari? Je suis prêt à prendre ce pari à 1000%. En fait, je n'ai pas vu ton tweet, sinon je l'aurais accepté en direct. On peut tout à fait accepter ça, c'est-à-dire que je crois que Brigitte Macron est un homme et qu'ils ne présenteront aucune preuve du contraire, car ils l'auraient déjà fait. D'accord. Candace, je te remercie d'être venue dans Uncensored. Je pense que tu as complètement tort, mais nous verrons bien. Je pense que ce qui est formidable avec cette action, c'est que nous allons enfin découvrir la vérité sur cette histoire extraordinaire. Merci beaucoup d'être revenu. Je reviendrai pour récupérer mon argent, Pierce. Nous verrons bien. Je suis très confiant. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent quand il arrivera? Parce qu'à part une corruption totale et complète des tribunaux, c'est une situation sans issue pour les Macron. Donc il faudrait vraiment un tribunal incroyablement corrompu, prêt à instaurer un précédent incroyable en sanctionnant des Américains pour des propos tenus contre des dirigeants étrangers, ce qui est peut-être effectivement le cas en ce moment. Parce que, comme j'en ai discuté avec Alex Jones ce matin, nous assistons à une répression de notre liberté d'expression comme jamais auparavant. Alex Jones montrait des extraits des dirigeants de Facebook, des dirigeants sionistes de Facebook. Il a même montré un extrait que je n'avais jamais vu auparavant, que j'aurais probablement dû préparer avant l'émission, de Sacha Baron Cohen se levant et expliquant qu'il faut arrêter des gens. Nous devons commencer à arrêter les personnes qui sont anti-Israël. Et je veux être clair, les gars, je ne considérerai plus ces choses comme de simples menaces en l'air. OK, pour une raison quelconque, quand il s'agit de la liberté d'expression, seuls les sionistes peuvent être au pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, il a montré un extrait vidéo de la personne qui dirige le département de lutte contre les discours de haine chez Facebook. Nous vous avons déjà montré les personnes qui dirigent les lois sur les discours de haine chez TikTok. Pour une raison ou une autre, les personnes responsables de la liberté d'expression doivent toujours être des sionistes. Et quand on les entend parler, il y a toujours cette idée qui circule qu'il faudrait commencer à arrêter des gens, n'est-ce pas? Même David Friedman, quand il parle de moi et de Tucker, il laisse planer cette menace, comme si ça devenait trop fou, il faudrait commencer à arrêter des gens.
Et cela aurait pu nous sembler une idée complètement farfelue, au point qu'on ne se souciait même pas si quelqu'un disait que ça allait devenir inévitable il y a quelques années. Mais étant donné tout ce qui s'est passé cette année, nous ferions mieux de prendre ces accusations très au sérieux, ces menaces très au sérieux. Parce que si ces mêmes personnes mettent en place ces politiques alors que nous sommes en train de remarquer un génocide, n'est-ce pas, et qu'ils sont autorisés à faire cela et maintenant cela a infiltré la campagne de Trump. Essentiellement, c'est maintenant l'ADL qui dirige tout ça. Cela signifie que nous nous rapprochons de plus en plus de cette réalité. Je ne plaisante pas. Je dis qu'en ce moment, nous devons devenir radicaux en ce qui concerne la liberté d'expression. Radicaux en ce qui concerne la liberté d'expression parce que cela peut disparaître, les gars, en un clin d'œil. Et le fait que tant de personnes continuent de se lever et de nous mentir délibérément sur ce qui se passe à Gaza. Le fait, comme Alex Jones me l'a montré, qu'il y avait un extrait de Mike Huckabee datant d'il y a environ une semaine, disant qu'Israël est l'armée la plus morale du monde. C'est complètement fou. C'est totalement insensé. À moins d'être incroyablement ignorant de ce qui se passe là-bas, ce que je refuse de croire. Évidemment, il est l'ambassadeur en Israël. Il sait exactement ce qui s'y passe. Pourquoi dis-tu cela? Ils vont devoir écraser la liberté d'expression. Ils vont littéralement devoir écraser la liberté d'expression pour que le génocide ait lieu. Et d'ailleurs, cela s'est déjà produit par le passé. N'oubliez pas quand les journalistes se sont attaqués à moi l'année dernière et ont essayé de présenter ça comme si Candace Owens défendait Joseph Mengele et qu'elle était une négationniste de l'Holocauste. La réalité, c'est que je montrais des extraits parce que j'étais choquée d'apprendre que nous avions commis un génocide contre les Allemands, n'est-ce pas? Après la Seconde Guerre mondiale, en temps de paix, ils les ont forcés à marcher, les tuaient, prenaient leurs biens, tout cela en temps de paix. C'est ce que les Alliés ont fait aux Allemands. Tu veux savoir pourquoi? Il nous a fallu une éternité pour apprendre cela en Amérique. Et tu veux savoir pourquoi ils ont paniqué quand j'ai présenté cela à mon public? Parce qu'ils ont adopté des lois sur la liberté d'expression après la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous poser une question. Pourquoi auriez-vous besoin d'adopter des lois sur la liberté d'expression si vous dites la vérité? Question sérieuse. Si vous êtes du côté de la vérité, pourquoi diable auriez-vous besoin de faire passer des lois sur la liberté d'expression? Pourquoi tout à coup penser qu'il va falloir commencer à arrêter des gens? Si les gens ont de mauvaises idées, alors il va simplement falloir commencer à procéder à des arrestations. C'est parce que vous mentez. Vous mentez à propos de quelque chose et ce quelque chose doit être assez important comme, vous savez, un génocide entier qui se déroule à Gaza, un génocide entier qui s'est produit contre le peuple allemand après la Seconde Guerre mondiale, à une époque de soi-disant paix de la part des gentils, les Alliés. Quand vous mentez, vous commencez à insister sur le fait que vous avez besoin de lois sur la liberté d'expression parce que je vais parler de la vérité. Vous voulez débattre. C'est la réalité. Je ne fuis pas les débats ni les discussions parce que la vérité est de mon côté. Je m'en fiche. Je veux exposer quelqu'un comme menteur, donc vous encourageriez ces conversations. Pour une raison quelconque, je trouve que les sionistes adorent l'idée de loi sur la liberté d'expression. Ils adorent l'idée de redéfinir et d'élargir la définition de l'antisémitisme. Ils adorent l'idée de, et je ne plaisante pas, de plutôt aujourd'hui sur Twitter, j'ai failli éclater de rire, de programmer Grok et la technologie d'IA pour faire croire que l'expression « synagogue de Satan » parler de la synagogue de Satan qui est littéralement une écriture biblique, c'est dans l'Apocalypse 3:9 et un cliché antisémite. Cela leur donne tellement de pouvoir lorsqu'ils sont capables de faire ce genre de choses, n'est-ce pas? Lorsqu'ils peuvent dire « Oh, en fait, même dire ces choses-là, même si c'est vrai, cela équivaut à du racisme ou de l'antisémitisme. » Et c'est pour cela que nous vous poursuivons. Ce n'est pas que vous n'ayez pas dit la vérité. C'est que nous n'aimons pas ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, les gars, c'est le procès Macron, en résumé. Vous savez, j'ai été vraiment agacée hier. Des gens me taguaient et me disaient « Et Megyn Kelly a fait ce segment. » Et vous savez, elle dit « Oh, c'est totalement équilibré. » Je vais dire que je pense que Candace va gagner le procès Macron. Mais elle invite 2 avocats qui discutent de ce procès sans avoir regardé la série. Et pour moi, ça me paraît malhonnête. Si vous allez parler de ça, montrez au moins un extrait de la série. Au moins, invitez quelqu'un qui a vu la série. Comment pouvez-vous même évaluer les allégations qu'ils avancent sans avoir vu la série? Comment pouvez-vous ignorer qu'il ne s'agit que d'un procès à la Justin Baldoni, intenté par Blake Lively, qui est un coup de communication et que vous n'avez aucune idée de ce qu'ils disent? Il n'y a aucun contexte à un dépôt légal tant que vous n'avez pas réellement regardé les images de ce que j'ai dit.
Il y a quelque chose là-dedans qui fait qu'on doit exiger un meilleur niveau de la part des personnes qui ont une plateforme. C'est votre travail d'essayer de découvrir la vérité. J'essaie de faire de mon mieux. Honnêtement, la raison pour laquelle nous avons pris du retard sur l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce que mon équipe et moi étions en train de débattre alors que nous analysions les droits d'auteur de William Farrington. À savoir s'il était un agent ou s'il était vraiment juste un journaliste arrivé à temps. Nous avons eu un débat d'1 heure à ce sujet parce que nous voulons nous assurer que tout ce que nous vous présentons est réellement fondé sur la réalité. Je veux dire, Marc était vraiment allé loin dans le terrier du lapin. Il me parle par exemple de la vitesse de déclenchement de l'appareil photo. Je ne connais rien en technologie ni en appareil photo, Marc. Je lui dis, que veux-tu dire par vitesse de déclenchement de l'appareil photo? Combien de photos aurait-il pu prendre d'un coup? Nous sommes engagés à découvrir la vérité en la présentant ici. Il semble que tout le monde soit juste un peu paresseux. Ils s'en fichent vraiment. Ils s'en fichent vraiment s'il y a tout un tas de pervers sexuels au pouvoir, non? Je vais en parler parce que c'est une grosse affaire, mais bon, peu importe. Je vais essayer de le présenter comme si, tu sais, le cancer, c'était comme descendre dans un terrier de lapin. Ce n'est pas important. On doit tous faire mieux. C'est un peu le point que j'essaie de faire passer ici, parce que je deviens incroyablement frustrée par les gens qui donnent l'apparence d'être engagés envers la vérité. Mais tout cela, c'est vraiment à portée de main. Ce sont des choses qui, en réalité, n'ont aucune importance, tu vois. Nous frôlons la véritable corruption et le vrai mal. Et si peu de gens ont le courage de discuter des implications. Et les implications, c'est que, eh bien, Satan a hérité de la terre. C'est la meilleure façon de le dire. C'est sombre et tellement sinistre. Et la seule façon dont nous pourrons faire la lumière sur ces choses, c'est si nous avons le courage de le faire. Et c'est pourquoi je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Chaque fois que je vois la section des commentaires de quelqu'un où l'on parle de l'affaire Rajit parce que des millions d'entre vous l'ont regardé, vous m'avez tous défendu en disant que c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas regardé la série. Vous ne comprenez pas à quel point cette histoire est importante. Et oui, bien sûr, nous croyons que Brigitte McCrone est un homme. Donc, nous verrons bien, les amis. Nous verrons vraiment si elle est un homme ou non et si l'un d'entre vous se soucie réellement de la liberté d'expression. Bref, avant de passer à certains de vos commentaires, je vais vous parler de Pure Talk parce que combien de fois avez-vous entendu la phrase « Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas ». C'est un bon conseil pour la plupart des choses, mais pas vraiment pour un téléphone portable. Avec le temps, la batterie d'un téléphone s'use, le processeur ne suit plus et il a été fait tomber un peu trop souvent. Heureusement, grâce à Pure Talk, votre téléphone portable est quelque chose que vous pouvez remplacer. Si vous passez chez Pure Talk ce mois-ci, ils vous offrent un Samsung Galaxy A36 gratuit avec un forfait éligible à 35 $. 35 $ par mois inclut appels, SMS, données et un Samsung gratuit avec écran Gorilla Glass résistant aux rayures et une batterie qui dure toute la journée. Tout cela sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Soutenir Pure Talk, c'est gagnant-gagnant. Vous divisez votre facture de téléphone par 2. Ils embauchent des Américains et aident les vétérans. Changez en 10 minutes. Allez sur puretalk.com/Owens pour un téléphone gratuit. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens pour passer à mon opérateur mobile et à celui de l'Amérique, Pure Talk. Je vous rappelle aussi l'existence de 7 Weeks Coffee parce que nous buvons tous du café. La plupart d'entre nous en boivent. Autant faire une bonne action en buvant votre café. Et 7 Weeks Coffee est la société de café Provi d'Amérique qui a pour mission de financer le mouvement Provi, une tasse de café à la fois. Ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million de dollars ont été donnés au mouvement Provi. Pourquoi s'appelle-t-elle 7 Weeks? À 7 semaines, un bébé à la taille d'un grain de café et c'est aussi quand le cœur bat, détecté à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans tous les États, en fournissant des échographies, des ressources pour les mamans dans le besoin et de l'espoir pour les familles. Tout a commencé avec une idée simple. Utilisez votre café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, c'est plus qu'un café exceptionnel. Sans moisissures, ni pesticides, à l'ombre, peu acide, bio. Il coche toutes les cases. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com, économisez 15% à vie en vous abonnant et recevez aussi un cadeau gratuit. Pour mes auditeurs, utilisez le code CANIS à la caisse pour 10% de réduction supplémentaire. Cela fait donc 25% d'économie sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. N'oubliez pas que votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Allez sur 7weekscoffee.com et utilisez le code promo CANDIS dès aujourd'hui. Très bien, les amis. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je sais que nous avons abordé des sujets très percutants. D'ailleurs, nous venons tout juste de commencer hier l'assaut contre la vérité, l'introduction de ce livre. Si vous n'êtes pas dans le club de lecture, achetez le livre, s'il vous plaît. Vous ne comprendrez jamais ce qui se passe tant que nous ne le remettrons pas dans le contexte de la théologie. Bien sûr, Sigmund Freud, ce type qui essaie de manipuler les enfants,
qui disaient avoir été agressés sexuellement par leurs parents. Encore une fois, ce thème récurrent de l'inceste et de la pédophilie. Bien sûr, il a étudié à Paris. Évidemment, c'est à Paris qu'il a eu cette grande idée. En fait, au début, Sigmund Freud a déclaré « J'ai examiné les preuves et ces enfants sont bel et bien tous abusés par leurs parents et ils ne mentent pas. » Et puis, il fait un virage à 180 degrés remarquable, Sigmund Freud. Il part étudier à Paris, puis il revient avec une nouvelle perspective. Et sa perspective, c'est « Non, ce sont ces enfants qui sont attirés par leurs parents. » Ouais, Paris, mec, un endroit spécial. C'est un endroit très spécial, mais pour toutes les mauvaises raisons. Et ce n'est pas, d'ailleurs, pour dénigrer les Parisiens ou les gens en France. Ils sont le plus grand public derrière moi parce qu'on leur a retiré la parole. Ils regardent ceci. Ils croient que Brigitte Macron est un homme et ils regardent le palais de l'Élysée écarté des journalistes, s'en prendre à des journalistes qui essaient de révéler la vérité. Encore une fois, peu importe si c'est vrai, ce qui compte, c'est s'ils veulent que vous disiez la vérité. Voilà à quoi ressemble la situation en Europe. Et je vous le dis, dès maintenant, nous assistons à cette première incursion aux États-Unis où ils tentent de reproduire le même objectif. Bref, passons à certains de vos commentaires. Je vais m'emporter parce que ce sujet me passionne. CB, Candace écrit « J'ai une question à propos de votre appel téléphonique à Trump. Que faisait Emmanuel Macron, soi-disant, pour mettre fin à la guerre? Les seules personnes qui peuvent y mettre fin sont soit Trump en arrêtant la livraison d'armes, soit Poutine en se retirant, soit Zelensky en acceptant de céder le Donbass. Emmanuel Macron semble hors de propos. Donc, ce que Trump m'a dit, c'est qu'il avait besoin de la signature d'Emmanuel Macron sur quelque chose. Donc, évidemment, il s'agirait de l'UE. La signature d'Emmanuel Macron serait nécessaire si vous faisiez un accord avec l'Union européenne. Cela nécessiterait la coopération de Macron et il a clairement indiqué qu'il avait besoin de sa coopération et que Macron s'était jusqu'à présent montré coopératif avec son gouvernement. De toute évidence, Trump ne m'a pas expliqué les détails de la situation, mais c'est ce que j'ai compris de l'appel téléphonique. Sarah D. En vous écoutant sur Pierre's, je voulais vous faire savoir que même si vous vous trompez au sujet de Brigitte, ce qui n'est pas le cas, vos fans continueront de vous aimer et de vous soutenir. Ta carrière ne s'arrêtera pas pour ça. Oui, pas du tout. Je n'ai jamais pensé une seule seconde que j'avais pris un tel risque ici et je ne l'aurais jamais pris si je n'avais pas estimé que les preuves étaient accablantes. Je veux dire, c'est tellement fou. Comme je l'ai dit, j'étais du côté de la rationalité en me disant « Oh mon Dieu, c'est tellement fou. Bien sûr, ça ne peut pas être vrai. » Et puis, quand j'ai regardé les preuves, elles étaient tellement accablantes. Et c'est ridicule que d'autres journalistes ne se jettent pas sur cette histoire pour la raconter. C'est tellement fou, ce gaslighting qui a lieu, ce gaslighting digne de Freud qui se déroule partout dans le monde à propos de Brigitte Macron. C'est dingue pour être franc. C'est peut-être le mauvais mot à utiliser. À chaque fois que tu utilises un mot à ce sujet, il ne semble jamais vraiment convenir. Peter a dit hier « tu as des couilles » et a ajouté que ce n'était peut-être pas le terme approprié. Mais franchement, ça me paraît complètement dingue que c'est ça. C'est en réalité la plus grande affaire du monde et personne ne veut s'en mêler. Et il y a une raison à cela. Les journalistes des médias traditionnels reconnaissent que les pervers sont au pouvoir et qu'on ne peut pas s'en prendre à ces gens-là. C'est mon point de vue. Bref, Angela A. écrit « Candace, si les États-Unis organisaient à nouveau une élection, pour qui voteriez-vous? Je ne le ferai pas si tu me dis que c'est entre Kamala Harris et Donald Trump. Je voterai quand même pour Trump. D'accord, parce que je ne pense pas. Que ce soit Kamala ou Trump, cela aurait fait une différence concernant la question d'Israël. Je pense que les deux camps ont montré qu'ils étaient plutôt engagés envers Israël. Cela n'aurait donc rien changé. Et au moins sur les questions commerciales et autres, je pense que Trump fait passer l'Amérique avant tout. Il est impossible de faire passer l'Amérique en premier si l'on fait passer Israël en premier. Donc oui, je voterai quand même pour Trump. Amoureux des droits à la lumière, je veux connaître un monde sans Candace, alors soyez très prudents. Candace, nous t'aimons beaucoup. C'est vraiment adorable. Je vous apprécie. Et je fais cela grâce à vous, grâce à votre soutien et avant tout pour mes enfants. Comme je l'ai dit, si nous sommes des lâches, c'est ce monde-là que nos enfants vont hériter. Et ils ont fait de nous tous des lâches en nous distrayant alors que nous sommes tellement à l'aise. C'est tellement facile d'être lâche quand on est aussi confortable. Tu ne sais même pas ce qu'est une journée de dur labeur. Les gens se plaignent s'ils doivent travailler 8 heures, 5 jours par semaine. Non, on est là, oh là là, je trouve que le week-end n'est jamais assez long. Pendant ce temps, si tu remontes 1 ou 2 générations, tes grands-parents travaillaient de leurs mains. Mon grand-père, par exemple, était métayer. À 5 ans, il travaillait déjà dans les champs, étalant du tabac à sécher en Caroline du Nord.
Et puis je me surprends à me dire « Oh, quelle longue journée aujourd'hui. » J'ai dû faire une intervention à la presse. Et un podcast, c'est encore plus ridicule, où ils voulaient qu'on soit amené à cette idée de confort parce qu'ils savent que ça engendre la lâcheté. Ça ne fait qu'engendrer la complaisance et la lâcheté. Ziana écrit « Oh, Skylar, juste Skylar qui est mon podcasteur. Ne t'inquiète pas, Ziana, je vais quand même venir à toi. » Mais Skylar a mis quelque chose en jaune, ce qui veut dire que ça nécessite mon attention. Et il écrit depuis la régie « Trump vient de qualifier la situation Epstein de canular et de connerie. » En répondant aux questions dans le bureau ovale. OK, Skylar lance la séquence. Monsieur le Président? Est-ce que le vice-président Vance organise une réunion ce soir pour discuter de la façon de réagir à la situation Epstein? Il travaille sur quoi? Organise-t-il une réunion avec les principaux conseillers ce soir pour discuter de la réaction à la situation Epstein? Je ne sais pas. Je pourrais vous poser la même question. Je n'en ai pas connaissance, mais je pense que voici l'homme qu'il faut interroger, non? J'ai vu un reportage aujourd'hui, et c'est complètement une fake news. Nous ne nous réunissons pas pour parler de la situation Epstein. Et je pense que le journaliste qui a rapporté cela devrait trouver de meilleures sources. Toute cette histoire est une supercherie. C'est diffusé par les démocrates parce que nous avons connu les 6 mois les plus réussis de l'histoire de notre pays. Et c'est juste une façon d'essayer de détourner l'attention vers quelque chose qui est totalement bidon. D'accord, Je veux juste savoir quelle partie, précisément, est totalement bidon. Quelle partie, précisément? Est-ce qu'il dit qu'il ne faisait pas de chantage aux gens et que l'ancien agent du Mossad, Harry Ben Minas, mentait à ce sujet? Est-ce qu'il dit que c'est bidon de suggérer qu'il travaillait pour le Mossad, tout simplement? Est-ce qu'il dit que c'est bidon de suggérer qu'il a été reconnu coupable et qu'il a bénéficié d'un accord avantageux pour une raison inconnue? Est-ce bidon de suggérer que ton propre secrétaire au travail lors de ton premier mandat, Alexander Acosta, a dit qu'on lui avait demandé de laisser Jeffrey Epstein tranquille? Parce que quelqu'un de plus haut placé lui a dit, même s'il était le juge en charge, de détourner le regard et de lui permettre de signer cet accord avantageux malgré le fait qu'il avait agressé des enfants. Tout ça, c'est du baratin. Est-ce qu'Alexander Acosta ment? Votre propre ministre du Travail, alors il mentait? Tout le monde ment. Quelle partie précisément est absurde? Voilà ma question. Je pense que c'est une question légitime, non? Zianaka, écrit-il, je pense que la campagne pour le Grand Israël inclut l'Amérique. C'est pour rendre sa grandeur à l'Amérique, n'est-ce pas? L'élite semble vraiment s'ennuyer et son divertissement a un coût pour nous. C'est intéressant. Donc l'idée qu'Israël n'élargit pas seulement ses frontières littéralement vers la Syrie, ce qu'ils ont fait. Je veux dire, c'est tout ce qu'ils font en ce moment. J'ai dit ça plus tôt dans l'émission d'Alex Jones. Je veux dire, même si on ne parlait que de Gaza, ils sont impliqués partout. Leurs mains sont partout où des chrétiens meurent. C'est tellement drôle quand ils disent « Vous ne voulez pas parler de la Syrie ». C'est comme « Non, on a déjà parlé de ce qui se passe en Syrie ». Nous l'avons déjà dit, j'ai dit que si Assad tombe, des chrétiens vont mourir. Et les néoconservateurs ont ri de cette affirmation. Ils ont applaudi quand Assad est tombé. Et ils ont applaudi parce qu'ils sont l'opération Mockingbird au service des objectifs de Netanyahou d'élargir les frontières d'Israël. Pour provoquer la chute d'Assad, Israël, factuellement, vous pouvez le vérifier dans les médias israéliens, a financé Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda. Ils ont financé les terroristes islamistes. Je dois te dire une chose. Pour être un terroriste islamiste, il faut sacrément être sioniste. Comme à chaque fois qu'on voit l'islam radical, il semble aider Israël. Même quand les tours sont tombées, n'est-ce pas? Oh, l'islam radical. Et puis t'as Bibi Netanyahou, c'était bien. C'était bien pour Israël. Il se trouve que l'islam radical est tellement bénéfique pour Israël. Et malgré leur proximité avec Israël, comme pour une raison quelconque, ce n'est pas comme s'ils s'en prenaient aux chrétiens. Et n'oublions pas qu'Israël finance les armes pour l'Azerbaïdjan afin de massacrer les Arméniens. C'est ça. Personne ne s'en soucie. Personne ne s'en préoccupe. Ils disent « on donne de l'argent à Israël, puis Israël fournit des armes à l'Azerbaïdjan pour s'en prendre aux chrétiens arméniens. » Oui, ils sont dans cette région, donc personne ne s'en soucie. Et ils disent « oh, et le Congo? Des chrétiens meurent au Congo. » Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Dan Gertler? Tu veux chercher Dan Gertler pour nous? Georges, c'est incroyable. Israël, c'est quoi le numéro 1? Est-ce qu'ils sont au centre du commerce du diamant? Ce qui est incroyable, parce que
La dernière fois que j'ai vérifié, les diamants, on n'extrait pas de diamants en Israël. Comment ont-ils fait ça? Comment ont-ils fait ça? Tu peux chercher Dan Gertler. C'est une bonne personne à rechercher. Je veux dire, n'oublie même pas qu'ils ont démasqué un type qui était au Congo. J'aurais dû préparer cette histoire. Mais tu peux le trouver, Skylar? Oui, Dan Gertler. Mais il y avait ce type qui faisait semblant, et c'était au Congo. Et je t'apporterai ça demain avec plus de détails, mais il y avait un gars qui était masqué. Et il assassinait des gens, et ils l'ont attrapé, ils l'ont démasqué, et en fait, il était israélien. Et je suppose qu'on était censé croire, je ne sais pas, qu'il était un radical islamiste, mais en réalité, il était israélien. Tu as Dan Gertler prêt. Oui, voilà, milliardaire sous sanction. Il pourrait obtenir 300 millions dans un accord controversé entre les États-Unis et le Congo. Si tu t'intéresses à ce qui se passe au Congo, je commencerai probablement par Dan Gertler. Oui, ce serait une bonne idée. Mais encore une fois, oh là là, ils sont partout. Pour une raison quelconque, quand on se penche sur ces situations, on te dit que remarquer cela est mal et que c'est antisémite de constater qu'Israël est toujours, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans ces endroits improbables. Mais pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? Pourquoi ne sommes-nous pas en train de démasquer un autre type? Pourquoi ce n'est pas, au lieu de Dan Gertler, quelqu'un d'autre qui est impliqué là-bas? Pourquoi ce n'est pas juste une personne au hasard, je ne sais pas, du Canada? Pour une raison quelconque, c'est toujours Israël. C'est toujours Israël. Et c'est tellement insensé de notre part de ne pas l'admettre, et nous ferions mieux de l'admettre et de le dire avant qu'ils ne commencent à nous arrêter pour nos propos, à nous écraser pour nos propos, à nous appauvrir pour nos propos, ce qui est leur objectif avec moi en ce moment. Zianaka, j'ai déjà répondu à ton commentaire. BM écrit, Candace, as-tu envisagé la possibilité que des preuves soient falsifiées pour gagner l'affaire? Ce ne serait pas surprenant. Comment comptes-tu lutter contre cela? Écoute, tout ce que je peux faire, c'est prier, non? Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption des tribunaux, nous comprenons cela. Tout ce dont nous parlons dans cette émission, nous avons parlé de la corruption des tribunaux. Même quand on était quelqu'un qui consacre toute sa vie, comme Harvey Weinstein l'a fait pour l'ADL, on peut se faire éliminer du jour au lendemain. Je reste curieuse de savoir qui Harvey Weinstein a énervé, parce que c'était forcément quelqu'un. C'était le genre de type qui fréquentait des gens puissants. C'était le genre de type, quelqu'un m'a raconté une histoire, je me suis assis avec Harvey Weinstein et Harvey Weinstein a mangé dans leur assiette. Tu imagines si tu t'assois avec ce gars-là? Et il est tellement odieux, il veut que tu comprennes que c'est un coup de pouvoir. Il t'emmène au restaurant, vous discutez, il mange dans ton assiette. C'est un coup de pouvoir, non? Alors j'imagine si Harvey Weinstein regarde cette affaire, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tribunaux peuvent simplement faire ce qu'ils veulent. C'est vrai? Bien sûr, je comprends ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui donne des tonnes d'argent à l'ADL. En fait, je suis quelqu'un qui est sur la liste de l'ADL. Et je parle des choses que l'ADL a dissimulées, des choses sur lesquelles ils ont menti, de leur histoire d'origine, qui est une histoire de gangsters en Amérique, qui voulaient faire semblant de créer l'Anti-Defamation League parce que selon leur théorie, il faut accuser les autres exactement de ce que l'on fait soi-même. Ils diffament les gens. Alors, il s'appelle la Ligue anti-diffamation. Et cette histoire est folle. Ils ont défendu Léo Frank, qui a assassiné une jeune fille catholique. C'est incroyable que ce soit ainsi qu'ils aient fondé toute leur organisation. Et ils essaient encore aujourd'hui de blanchir Léo Frank et de faire comme si c'était un problème. En prétendant que c'était juste de l'antisémitisme contre un homme très puissant, Léo Frank. L'antisémitisme n'est pas ce qui s'est passé. Il a tué quelqu'un. Et cette personne s'appelait Mary Fagan. Il a tué la jeune Mary Fagan et c'était un type louche, répugnant. Donc oui, je dis ces choses pour dire la vérité. Et il est évident que je suis devenue une cible, mais la seule façon de lutter contre cela, c'est par la prière. Et je pense aussi à la publicité comme le fait de montrer à tout le monde ce qui se passe. Le monde entier prête heureusement attention à cette affaire. Et donc je vais discuter de chaque aspect de cette affaire. Je n'ai pas peur de la possibilité d'être déposée. Je n'ai pas peur de la découverte parce qu'il n'y a rien à cacher. Je veux dire, la découverte montrera que je me suis intéressée à cette affaire, même pas à cause de Xavier Poussard, mais parce que je lisais un article un soir. Il pourrait faire venir PBD, Patrick Bet-David, Vinton O'Shogna, la soirée à l'UFC, la nuit où je suis tombée sur cette histoire à cause du Daily Mail. Et cela ne ferait que le montrer. Je me suis impliquée dans cette affaire de manière totalement naturelle. Je ne suis financée par personne. Et je suis passionnée par cette affaire parce que c'est une idée effrayante qu'un État entier puisse s'entendre avec les médias pour cacher quelque chose d'aussi énorme, non? C'est complètement insensé. Et quelqu'un doit avoir le courage de mettre ses affaires en avant.
Bref, les amis, pour finir, nous avons Lampe 007. Ils écrivent « Candice, tu as raison de te méfier des personnes qui essaient d'ajouter de la technologie à ton corps. La meilleure façon de faire accepter cela aux gens. La marque de la bête, c'est de la dissimuler sous forme binaire ou comme un code. Et ensuite, tu facilites son utilisation pour les achats? Oui, aucune chance. J'ai complètement décroché du train de l'IA. Je suis contre l'idée que la technologie s'intègre dans le corps. Je ne crois même pas à l'histoire d'Elon Musk. Comme je l'ai dit, je crois à cette histoire de toucher de Midas. Ces gens-là sont tous des agents de l'État. Ils travaillent pour l'armée d'une manière ou d'une autre. Et ils font semblant que ces gens sont des génies qui ont fondé leur entreprise technologique dans leur garage. Ils sont toujours dans leur garage, n'est-ce pas? J'étais juste dans mon garage à traîner et boum, Google. Je traînais juste dans mon garage et YouTube. Et puis, quand tu regardes les familles de ces gens, elles détiennent le pouvoir depuis toujours. Encore une fois, Elisabeth Terranos. Oh oui, je traînais juste et je ne sais pas. Je me suis lancée là-dedans, j'ai abandonné Stanford. Et oui, j'étais juste un génie, mais j'ai aussi l'une des familles les plus riches qui soit. C'est comme si le monde était une scène, que ces gens étaient des acteurs et qu'on leur donnait tout. Voici cette technologie et en réalité, nous l'utilisons parce que nous voulons plus de contrôle sur la population, mais nous devons faire croire aux gens que la démocratie est réelle, que le libre marché existe vraiment et qu'ils peuvent faire la même chose et grimper au sommet alors qu'en réalité, nous détenons tout le pouvoir. C'est ma perception. J'aimerais beaucoup entendre vos avis là-dessus. Bref, les gars, on a terminé. Ça fait 1 heure. Alors, j'espère que vous me pardonnerez d'être en retard parce qu'on a fait 20 minutes de plus aujourd'hui. J'adore. Quelqu'un vient d'écrire dans le chat, le garage, c'est du pipeau. Ouais, tu sais quoi, Trump? Si tu cherches du pipeau, c'est ce stupide garage où toutes ces vieilles familles, comme par magie, ont créé Apple, soi-disant dans un garage à bricoler, tu vois, à travailler sur ma voiture et Apple. Bref, les gars, on se retrouve demain.